Section 6 de Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 6. Le voyage. La dernière voix que Nicolas Tremble entendit sur ces domaines fut celle de Jean Blanc, dont le chant mélancolique le saluait au départ comme un menaçant augure. Il fallut au vieux gentilhomme toute sa force d'âme et cette obstination qui est le propre du caractère breton pour vaincre les tristesses qui vinrent assaillir son cœur. Il repoussa loin de lui l'image de Georges et continua sa route. Il ne voulait point que l'on connût son itinéraire, car, après avoir fait 2 lieues dans la direction du Couesnon et de la mer, il revint brusquement sur ses pas, tourna Vitré, dont la noire citadelle absorbait les rayons du soleil de midi, et gagna le chemin de Laval en laissant sur sa droite les belles prairies où serpente le ruisseau qui s'appelle déjà la Vilaine. Entre Laval et Vitré, un peu au-dessous du bourg d'Ernée, qui joua, 80 ans plus tard, un grand rôle dans les guerres de la chouannerie, s'élevaient sur un petit tertre 2 tronçons de poteaux dont les têtes avaient été coupées. Les 2 poteaux se dressaient à 6 toises l'un de l'autre, séparés par 2 tranchées, entre lesquelles on voyait encore les débris vermoulus d'une barrière. Nicolas Tremble arrêta son cheval et se découvrit. Jude Laecker l'imita. « Quelques pas encore, dit monsieur de la Tremlay, et nous serons sur la terre ennemie, la terre de France. Pendant que nos pieds touchent encore le sol de la patrie, il nous faut dire un ave à Notre-Dame de Mi-Forêt. » Tous 2 récitèrent l'oraison latine. Autrefois, reprit le vieux gentilhomme, ces poteaux avaient une tête. Celui-ci portait l'écusson d'hermine timbré d'une couronne ducale, l'autre portait d'azur à 3 fleurs de lys d'or. De ce côté-ci de la barrière, il y avait un homme d'armes, breton, de l'autre un homme d'armes, français. Les soldats se regardaient en face, les emblèmes se dressaient fièrement à longueur de lance. Dreux et Valois étaient égaux. « C'était un glorieux temps, monsieur Nicolas, soupira Jude. Dreux n'est plus, continua Tremble, dont la voix tremblait, et la Bretagne est une province française. Mais Dieu est juste, il rendra mon bras fort. Marchons. » Ils franchirent l'ancienne limite des 2 États et continuèrent leur route en silence. Le voyage fut long. Ils virent d'abord Laval, ancien fief de la Trémoille, Mayenne, qui donna son nom au plus gros des ligueurs, Alençon, qui fut l'apanage des fils de France. Dans chacune de ces villes, ils s'arrêtaient le temps de faire reposer leurs chevaux. Puis ils repartaient en hâte. « Où allons-nous » se demandait parfois Jude Laecker. Mais il ne faisait point cette question tout haut. S'il plaisait à Nicolas Tremble de taire le but de ce voyage, ce n'était point à lui, Jude, qu'il appartenait de surprendre ce secret. Son incertitude ne devait pas durer longtemps désormais. Ils traversèrent Mortagne, puis Verneuil, puis Dreux, et le matin du 6e jour, ils franchirent la grille dorée du parc de Versailles. Versailles était abandonné déjà, mais ses blancs perrons de marbre avaient encore le brillant éclat des jours de sa gloire. Statues, colonnades, urnes antiques et riches frontons gardaient leur splendeur du dernier règne. Il y avait si peu de temps que durait le veuvage de la cité royale. Le sable des allées ne conservait-il pas encore les traces des mules de satin et des hauts talons vermillonnés? N'y avait-il pas encore des fleurs dans les vases, des strophes gravées sur l'écorce des arbres, des jets de cristal dans la bouche souriante des naïades de bronze? Hélas, le veuvage a continué trop longtemps, les fleurs se sont flétries, bronzes et marbres ont pris l'austère beauté des œuvres d'un autre âge. Il n'y a plus ni chant, ni joie. C'est au passé qu'il faut dire avec le poète, pleurant les grandeurs de la monarchie, oh, que Versailles était superbe dans ces jours purs de tout affront, où les prospérités en gerbe s'épanouissaient sur son front. Là, tout faste était sans mesure. Là, chaque arbre avait sa parure. Là, chaque homme avait sa dorure. Tout du maître suivait la loi. Comme au même but vont sans route, là les grandeurs abondaient toutes. L'Olympe ne pendait aux voûtes que pour compléter le grand roi. Nicolas Tremble et son écuyer n'étaient point gens, il faut le dire, à s'occuper beaucoup de sculptures ou de jets d'eau.
Ils jetèrent chemin faisant un regard distrait sur tous ces dieux de pierre qui souriaient, jouaient de la flûte ou dansaient, couronnés de raisins, puis ils passèrent. Après avoir marché quelques heures encore, ils trouvèrent la Seine. Paris est-il encore bien loin? Demanda Nicolas Tremle à un bourgeois qui, monté sur son bidet, tenait le bas de la chaussée. Le bourgeois se retourna et tendit son bras vers l'est. M. de la Tremlay, suivant son geste, aperçut à l'horizon un point lumineux. C'était l'or tout neuf du dôme des Invalides qui lui renvoyait les rayons du soleil levant. « Courage, ami, dit-il à Jude, voici le terme de notre pèlerinage. Jude répondit, c'est bien. Si les chevaux avaient su parler, ils auraient sans doute manifesté leur satisfaction d'une manière plus explicite. En entrant dans la ville, Nicolas Tremle se fit indiquer le palais du régent et piqua des deux pour y arriver plus vite. Une sorte de fièvre semblait s'être emparée de lui. Jude le suivait pas à pas. La figure du bon serviteur trahissait cette fois une curiosité puissante. Par le fait, que pouvait vouloir au régent M. de la Tremlay? Ce dernier descendit de cheval à la porte du palais royal. Il voulut entrer, les valets lui barrèrent le passage. « Allez dire à Philippe d'Orléans, dit-il, que Nicolas Tremle veut l'entretenir. » Les valets regardèrent le costume gothique du vieux gentilhomme, qui disparaissait littéralement sous une épaisse couche de poussière, et tournèrent le dos en éclatant de rire. Le plus courtois d'entre eux répondit du bout des lèvres « Son Altesse royale est à son château de Villers-Cotterêts. » M. de la Tremlay se remit en selle. « Quelqu'un de vous, dit-il, veut-il me conduire à ce château ?» La livrée du régent redoubla ses rires dédaigneux. « Mon brave homme, s'écria-t-on, les gens de votre sorte ne sont point admis au château de Villers-Cotterêts. »« C'est le paysan du Danube, » chuchota un valet de pied. « C'est plutôt, » répliqua un coureur, « le juif errant qui aura volé sur sa route un domestique et une haridelle. C'est Don Quichotte. C'est monsieur de la Palisse. » Jude mit la main sur la garde de sa grande épée, mais son maître le retint d'un geste et tourna bride. L'insulte qui vient de trop bas s'arrête en chemin et n'est point entendue. M. de la Tremlay fit halte dans une hôtellerie qui portait pour enseigne les armes de Bretagne. Sans prendre le temps de se débotter, il manda le maître et lui ordonna de trouver un guide qui pût le conduire sur l'heure à Villers-Cotterêts. L'étonnement de Jude était au comble. Sa curiosité refoulée l'étouffait. Enfin, n'y pouvant plus tenir, il prit la parole. « Monsieur Nicolas, dit-il timidement, vous avez donc grand désir de voir ce Philippe d'Orléans ?»« Tu me le demandes » s'écria Nicolas Tremle avec énergie. Cette réponse porta la surprise de Jude au-delà de toute borne. « Que je meure !» murmura-t-il en se parlant à lui-même, « si je sais ce que notre monsieur peut vouloir au régent. » Nicolas Tremle entendit, saisit le bras de son écuyer et dit « Je veux le tuer !» Jude se reprocha de n'avoir point deviné une chose si naturelle. « À la bonne heure, dit-il, c'est bien. » Et il reprit sa tranquillité habituelle. À ce moment, l'hôte reparut avec un guide. Chapitre 7. La forêt de Villers-Cotterêts. La magnifique maison de plaisance du régent Philippe d'Orléans avait ce jour-là un aspect plus joyeux encore que d'habitude. On voyait les palefreniers s'empresser autour des carrosses attelés. Les chevaux de selle piaffaient et se démenaient comme pour appeler leur maître, et toute une armée de pages, coureurs et laquais à brillantes livrées encombrait les abords du perron. Le régent était encore à table. Dès que le repas fut fini, courtisans et belles dames descendirent, à flots de velours et de satin, le grand perron du château. Aussitôt les carrosses s'émaillèrent de gracieux visages, les chevaux de selle dansèrent sous leurs cavaliers, et la grande porte de la cour s'ouvrit. Par extraordinaire, Philippe d'Orléans n'avait pas pris place dans son carrosse. Il essayait un magnifique cheval que lui avait envoyé la reine Anne d'Angleterre, présent qu'il appréciait surtout à cause de son origine britannique, car le régent était anglais de cœur. Tous les historiens s'accordent à dire que Philippe d'Orléans avait un beau visage. Ses portraits d'ailleurs en font foi. Quand il voulait bien mettre de côté ses allures abandonnées, on reconnaissait en lui le descendant des rois, et il pouvait faire figure de prince. Ce jour-là, se trouvant d'humeur gaillarde, il se mit en selle avec aisance, et tout aussitôt la cavalcade s'ébranla. Entre la sauvage forêt de rennes
et les massifs artistement percés de Villers-Cotterêts, il y avait plein contraste. C'étaient bien encore ici de grands bois à l'opaque ombrage, des chênes haut lancés, des couverts à égarer une armée, mais la main de l'homme se faisait partout sentir. Il fait bon, pour une terre, être domaine de prince. Lorsque la main du maître peut ne point ménager l'or, la nature se façonne et s'embellit sans rien perdre de son agreste splendeur. Aussitôt les larges allées se déroulaient en méandres capricieux et ménagés comme à plaisir, tantôt elles alignaient à perte de vue leurs doubles rangées de troncs sveltes et semblaient une immense colonnade supportant une voûte de verdure. Entre les deux paysages, il faut le dire, l'avantage ne restait point à la Bretagne. La forêt de Villers-Cotterêts fourmille de sites admirables. En descendant les ombreux sentiers qui mènent à la vallée, on songe au paradis terrestre. Lorsqu'on regagne les hauteurs, l'horizon s'étend et acquiert cette largeur qui manque presque toujours aux paysages bretons. Et d'ailleurs, la pauvre forêt de Rennes ne serait opposée que quelques gentilhommières inconnues, ou le clocher ignoré d'une église de village au royal château bâti par les Valois et à la noble abbaye de Prémontré. Il y avait une heure que la cavalcade avait quitté l'avenue de Villers-Cotterêts. Elle avançait lentement, les gentilshommes caracolaient aux portières des carrosses qui roulaient sans bruit sur le gazon des allées. Philippe d'Orléans causait avec madame de Carnavalet par la portière. Tout à coup, à un détour de la route, deux cavaliers apparurent et se postèrent au milieu du chemin de manière à barrer le passage. C'étaient deux hommes de haute taille et d'athlétique carrure. Leur costume, qui ne ressemblait en rien à celui de l'époque, était gris de poussière. Le plus vieux de ces deux inconnus se tourna vers un paysan monté sur un bidet qui lui servait de guide et se tenait à distance respectueuse et lui demanda tout haut « Lequel de ces gens est le duc d'Orléans ?» Le paysan montra du doigt le prince et s'enfuit. L'inconnu poussa droit au régent qui recula instinctivement et porta la main à son épée. Les courtisans, un instant paralysés par la surprise, se jetèrent au-devant de leur maître. Quelques dames songèrent d'abord à s'évanouir, mais elles reprirent leur sens parce que la scène promettait d'être curieuse. « Qui êtes-vous » demanda le régent, après le premier moment de silence. « Je suis Nicolas Tremle de la Tremlay, seigneur de Bouexis-en-Forêt, » répondit le nouveau venu. « Et que voulez-vous ? Me battre en combat singulier contre le régent de France. » Ces étranges paroles furent prononcées d'un ton grave et ferme, exempt de toute fanfaronnade. Les courtisans se regardèrent, un muet sourire vint à leurs lèvres, les dames étaient puissamment intéressées, elles contemplaient cela comme on suit une représentation dramatique. C'était en effet un spectacle singulier et fait pour étonner que ces deux hommes, débris d'un autre siècle, mais débris vigoureux, menaçants, intrépides, au milieu de ces visages fardés, que ces longues épées à garde de fer parmi ces rapières de parade, que ces pourpoints de gros drap, sans ruban ni broderie, au milieu de tous ces tors et de tout ce velours. On eût dit que la Bretagne du XVe siècle sortait du tombeau et venait demander raison de la conquête aux arrière-neveux des conquérants. Philippe d'Orléans avait senti d'abord un mouvement d'inquiétude, mais 10 gentilshommes le séparaient maintenant du vieux breton. Il oublia sa passagère frayeur. « Ce bonhomme est fou !» dit-il en riant. « Il fera peur à nos dames qu'on le chasse !» L'ordre était explicite, mais la rapière de M. Nicolas était longue. Les gentilshommes ne se pressaient point d'attaquer. Le vieux breton ôta lentement son gant de peau de buffle qui pouvait bien peser une demi-livre. « Il faut en finir, » murmura le régent avec impatience. « Il faut en finir, » répéta gravement Nicolas Tremle. « On m'avait dit que le sang de Bourbon était un sang héroïque, mais la renommée est menteuse, je le vois, ou bien la branche aînée a gardé tout entier l'héritage de vaillance. Philippe d'Orléans, régent de France, pour la seconde fois, moi, gentilhomme comme toi, je te provoque au combat. » Ce disant, monsieur de la Tremlay dégaina. Messieurs les courtisans en firent autant. Les dames trouvaient que la comédie marchait à souhait. « Soyez témoins, » reprit Nicolas Tremle d'une voix haute et solennelle. « Ne pouvant accuser le roi qui est un enfant, j'accuse le régent de France
de tenir en servage la province de Bretagne, laquelle est libre de droit. Pour prouver la vérité de mon dire, j'offre le combat à outrance et sans merci. Si Dieu permet que je succombe, la Bretagne n'aura perdu qu'un de ses enfants. Si je suis vainqueur, elle recouvrera ses légitimes privilèges. Un combat en champ clos, murmuraient ces messieurs qui commençaient à s'amuser de l'aventure. Un jugement de Dieu entre son Altesse royale et monsieur Nicolas. L'idée vaut quelque chose. Le régent ne riait plus. Quant aux dames, saisies par le côté romanesque de l'aventure, elles admiraient maintenant l'austère visage du vieillard, et prenaient peut-être parti pour sa barbe blanche. Madame la duchesse de Berry dit à l'oreille de Rion, qui était à la portière, « Quel beau vieux fou !» « Eh bien, » reprit encore Nicolas Tremble, dont l'œil s'allumait d'indignation, « Régent de France, vous ne répondez pas ?» Un silence suivit ces paroles. Chacun eut le pressentiment d'un événement extraordinaire. Au moment où le régent ouvrait la bouche pour ordonner définitivement à sa suite d'écarter le vieux Breton, celui-ci le prévint et se tourna vers son écuyer. « Fais ranger ces gens, dit-il froidement. Jude poussa son robuste cheval au milieu du flot des courtisans qui, refoulés avec une irrésistible vigueur, se rejetèrent à droite et à gauche. Durant une seconde, une seule, Philippe d'Orléans et Nicolas Tremble se trouvèrent face à face. Ce court espace de temps suffit au vieillard qui, levant son massif gant de buffle, en frappa le régent de France en plein visage et cria d'une voix retentissante « Pour la Bretagne !» 30 épées menacèrent au même instant sa poitrine. Les dames purent s'évanouir. Le dénouement surpassait toute attente. En recevant ce sanglant outrage, Philippe d'Orléans avait pâli. Il mit l'épée à la main comme le dernier de ces gentilshommes et se précipita vers l'agresseur. Mais il s'arrêta en chemin. La colère avait peu de prise sur cette nature où la tête dominait complètement le cœur. Il revint vers les princesses pour calmer leur frayeur. Pendant cela, un combat inégal, et dont l'issue ne pouvait rester douteuse, s'était engagé entre les deux Bretons et la suite de son Altesse royale. Ces messieurs de la suite du régent qui, pour être de joyeux compagnons, n'en étaient pas moins de galants hommes, essayaient de désarmer leurs adversaires et non point de les tuer. Au bout de quelques minutes, Nicolas Tremble, renversé de cheval, fut pris et lié à un arbre. Il ne prononça plus une parole et resta tête haute devant son vainqueur. Jude avait encore son épée, il était entouré de tous côtés, mais non pas vaincu. M. de la Tremlay, jugeant inutile de prolonger la bataille, lui fit de loin un signe. Aussitôt Jude jeta son arme aux pieds de ses adversaires qui s'emparèrent de lui sur-le-champ. À ce moment, une douleur amère et soudaine se refléta sur les traits du vieux gentilhomme qui, jusqu'alors, avait gardé l'apparence d'un calme stoïque. Un souvenir venait de traverser son âme. Il avait vu Georges qui souriait dans son berceau. Jusqu'à cette heure, son extravagant espoir l'avait soutenu. Il avait cru forcer le régent à descendre dans l'arène et à jouer contre lui, l'épée à la main, les destinées de la Bretagne. C'était simple et naturel à son sens. Il n'avait pas même supposé qu'il faudrait en venir au dernier outrage. Maintenant il comprenait. La fièvre était passée. Comme il arrive toujours après une défaite, 1000 pensées sinistres se pressaient dans son cerveau. Il sentait naître en lui un doute touchant la loyauté de son parent, Hervé de Vaunois. Et ce doute à peine conçu grandissait jusqu'à devenir terrible comme une certitude. Il croyait entendre la voix lointaine du pauvre fendeur de cercles, et cette voix lui disait la ruine de sa race. Il jeta un regard découragé vers Jude et se repentit de lui avoir fait rendre son épée. « Reprends ton arme, mon homme !» cria-t-il. « Passe sur le corps de ces valets et va-t'en veiller sur l'enfant. » Jude obéit comme toujours. Un puissant effort le dégagea des mains qui le retenaient, mais la foule s'était augmentée. Les valets et les palefreniers avaient rejoint la cour. Jude fut terrassé. En tombant, il tourna vers son maître, ses yeux pleins d'une respectueuse tristesse. « Je n'ai pas pu, » murmura-t-il, comme s'il eût voulu excuser une désobéissance. Nicolas Tremble courba la tête. « Pauvre berceau, dit-il,
que Dieu ne punisse que moi et prenne l'enfant en pitié. Le régent donna le signal du retour. Tout le long de la route, il se montra d'une fort aimable gaieté. Il n'était pas méchant. Seulement, en montant le perron du château, il se pencha à l'oreille d'un de ses conseillers et prononça le mot « Bastille ». Le conseiller s'inclina. C'était l'arrêt de Nicolas Tremle et de l'honnête Jude, son écuyer. Fin de la section 6. Section 7. De Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Chapitre 8. Chapitre 9. Chapitre 8. Tutelle. Quelques heures après l'étrange bataille que nous avons rapportée, M. de la Tremlay et son écuyer furent enfermés à la Bastille. Il est permis de croire que le vieux Breton fit des réflexions assez tristes lorsqu'il franchit le seuil de la forteresse. Quant à Jude, on peut affirmer qu'il ne réfléchit pas du tout. Quelles que fussent ses angoisses secrètes, Nicolas Tremle était trop fier et trop fort pour les laisser paraître sur son visage. Il monta, en silence, les noirs escaliers de la Bastille et entra dans son cachot comme il entrait jadis au grand salon du château de la Tremlay, le front haut et la tête calme. Mais, une fois seul, le vieux gentilhomme donna cours à son désespoir. Il s'accusa d'avoir abandonné Georges et maudit presque son patriotisme inutile. Son entreprise lui apparaissait maintenant sous son véritable jour. La vue de la cour avait changé ses idées. Il comprenait, mais trop tard, que sa tentative, qui eût été téméraire au temps de la chevalerie, devenait au XVIIIe siècle un acte de véritable extravagance. Sa douleur et ses regrets eussent été bien plus amers encore s'il avait pu voir ce qui se passait dans son château de la Tremlay. Hervé de Vaunois, en effet, ne faisait point les choses à demi. Quelques mots échappés à Nicolas Tremle dans la dernière conversation qu'ils avaient eue ensemble avaient mis Hervé sur la voie. Il devinait à peu près le but du voyage de son parent. Ce lui en était assez pour conjecturer le reste, car il connaissait l'indomptable rancune du vieux Breton. Il laissa passer une semaine. Au bout de ce terme, il regarda le retour de Nicolas Tremle comme étant pour le moins fort problématique et agit en conséquence. La majeure partie des vieux serviteurs du château fut congédiée. Vaunois ne garda que ceux qu'il avait su se concilier dès longtemps, et Alain, le maître d'hôtel, qui était un peu son confident. Vaunois avait totalement changé de caractère. Depuis 2 ans, il rêvait nuit et jour la possession du riche domaine de Tremle. Et voilà que tout à coup, ce rêve s'était accompli. Pauvre hier, et ne possédant que son manteau râpé de gentillâtre, il s'éveillait aujourd'hui aussi riche que pas un membre de la haute noblesse bretonne. Il y avait de quoi mettre une cervelle d'ambitieux à l'envers, et celle de Vaunois fit la culbute. Il est vrai que, à bien prendre, cette opulence n'avait rien de réel. Entre les mains d'Hervé, le château, avec ses dépendances, n'était qu'un dépôt, et son rôle celui d'un fidéi-commissaire. Mais, pour qui sait conduire sa barque, ce rôle de fidéi-commissaire peut mener loin. Tout homme est mortel. Le pupille est soumis à cette foule de hasards déplorables que menace notre pauvre humanité. On meurt de la fièvre, du croup, on meurt pour ne point manger assez ou pour manger trop. On est croqué par le loup, même ailleurs que dans les contes de Perrault. On se noie, que sais-je. Plus tard il y a les duels, les chutes de cheval et autres aventures. À cause de tout cela, le pupille d'un fidéi-commissaire bien appris atteint rarement sa majorité. Or, M. de Vaunois était un homme fort capable. Seulement, comme il était impatient outre mesure de jouir sans contrôle, il ne fit point grand fond sur ces éventualités que nous venons d'énumérer. Le petit Georges, à la rigueur, pouvait sortir victorieux de toutes ces épreuves, et M. de Vaunois entendait ne point courir les chances de ce jeu périlleux. Le Breton est bon et généreux d'ordinaire, mais quand il se met à être mauvais, les traîtres du mélodrame sont des anges auprès de lui. Rien ne lui coûte, et les moyens qu'il emploie alors sont d'une brutalité diabolique. Le lecteur en pourra juger sous peu. Vaunois continua de traiter Georges comme le fils chéri et respecté de son seigneur.
Il voulait se faire un appui de l'affection de l'enfant, pour le cas redoutable où m de la Trémlay fût revenu inopinément quelques jours. 1 mois, 2 mois se passèrent. Hervé avait fait maison nette de tout ce qui portait amour au vieux sang de Tremle. Néanmoins, il y avait un fidèle serviteur qu'il n'avait point pu chasser. C'était Loup, le chien favori de m Nicolas. En vain, les nouveaux valets, armés de fouets, avaient poursuivi Loup jusqu'à une grande distance, dans la forêt. Il revenait toujours. Au moment où Hervé le croyait bien loin, il le retrouvait le soir assis auprès du berceau de Georges, endormi. Le chien veillait, et nous ne pouvons point affirmer que sans la présence de ce vaillant gardien, l'héritier de Tremle eût passé ses nuits sans péril, car m de Vaunois jetait souvent d'étranges regards sur la couche où reposait son jeune cousin. Loup n'était pas seul à veiller sur le petit Georges. Un autre protecteur couvrait l'enfant de sa mystérieuse vigilance. Avec la bourse de Nicolas Tremle, Jean Blanc avait soulagé les souffrances de son père. Il ne travaillait plus. Le jour, il dormait ou rôdait autour du château. La nuit, il montait dans l'un des arbres du parc, dont les longues branches venaient frôler les fenêtres de la chambre où dormait Georges, et là, il faisait sentinelle jusqu'au matin. Hervé l'avait bien menacé parfois du fusil de son veneur, mais Jean Blanc savait courir sur la verte couronne des arbres comme un matelot dans les agrès de son navire. Il ne craignait point les balles, seulement il se garait, ne voulant point mourir, puisqu'il avait dit « Qui vivra verra ». Pour voir, il voulait vivre. Chapitre 9. L'étang de la Trémlay. Il y avait 6 mois que Nicolas Tremle était parti. Personne ne savait en Bretagne ce qu'il était devenu. Les gens de la forêt le regrettaient parce qu'il était bon maître, et priaient Dieu pour le repos de son âme. Un soir d'automne, Hervé de Vaunois jeta sa canardière sur son épaule et prit le petit Georges par la main. En cet équipage, il se dirigea vers l'étang de la Trémlay. Loup marchait sur ses talons. Vaunois suivait du coin de l'œil le fidèle animal, et ce regard annonçait des dispositions qui n'étaient rien moins que bienveillantes. Georges courait dans l'herbe ou cueillait les fleurs d'or des genêts, ses cheveux blonds flottaient au vent du soir, il était gracieux et charmant comme la joie de l'enfance. L'étang de la Trémlay est situé à l'ouest et à 1/4 de lieue du château. Sa forme est celle d'un vaste trapèze, dont 3 côtés appuient leur bordure d'aune à de grands taillis, tandis que le 4e, coupé en talus escarpés, porte à son sommet un bouquet de futaies. Du point central de ce talus, qui surplombe par suite d'éboulements anciens, s'élance presque horizontalement le tronc robuste et rabougri d'un chêne noir dont les longues branches pendent au-dessus de l'eau et couvrent le quart de la largeur de l'étang. C'est vis-à-vis de ce chêne et à quelques toises de ses dernières branches que la pièce d'eau atteint sa plus grande profondeur. Le reste est fond de vase où croisent des moissons de joncs et de roseaux que peuplent vers le commencement de l'hiver des myriades d'oiseaux aquatiques. Sur la rive occidentale de l'étang de la Trémlay s'assied maintenant une petite bourgade avec chapelle et moulin. Mais à l'époque où se passe notre histoire, ce lieu était complètement désert, et il était bien rare qu'un passant vînt troubler les silencieux ébats des sarcelles ou des tanches. M de Vaunois ouvrit le cadenas d'un petit bateau, plaça Georges sur l'un des bancs et quitta la rive. Loup, sans y être invité, franchit d'un bond la distance et s'installa au pied de l'enfant. Après quelques coups de rame qui le portèrent au milieu de l'étang, m de Vaunois arma sa canardière et jeta autour de lui un regard de chasseur novice. Un plongeon montra sa tête noire entre les roseaux. Hervé fit feu. La détonation fit tressaillir Loup. L'odeur de la poudre dilata ses narines. Il se dressa sur ses 4 pattes et darda son regard dans la direction des roseaux. « Cherche là, cherche !» dit doucement m de Vaunois. Vous savez l'histoire de la chatte métamorphosée en femme. Une souris se montre et Minette de courir à 4 pattes. Loup, excité dans son instinct, bondit hors du bateau, laissant Georges effrayé du bruit sur son banc. « Cherche là, cherche !» répéta m de Vaunois, qui rechargeait vivement sa canardière. Le chien cherchait, mais il n'avait garde de trouver le plongeon dont la santé n'avait aucunement souffert.
M. de Vaunois épaula de nouveau sa canardière. « Regarde donc quel grand chêne, Georges !» dit-il. Pendant que l'enfant était retourné, le coup partit. Loup poussa un hurlement plaintif et se coucha mort dans les roseaux. « J'ai vu derrière les feuilles de chêne, dit l'enfant, une grande figure blanche qui nous regardait. » Vaunois jeta vivement les yeux vers l'arbre, mais il n'aperçut rien. « Regarde encore, dit-il d'une voix pateline. Puis il grommela entre ses dents. « Cette fois, le maudit chien ne reviendra pas. »« Tiens, s'écria Georges, voilà encore la figure blanche. » Vaunois était dans l'un de ces instants où l'homme a peur de son ombre. La nuit tombait rapidement, il compta du regard les feuilles du chêne noir et n'aperçut rien encore, l'enfant s'était trompé. La main d'Hervé tremblait néanmoins pendant qu'il déposait sa canardière au fond du bateau pour prendre les rames. Il se dirigea lentement vers le point de l'étang qui fait face au grand chêne. En cet endroit, l'eau tranquille et plus sombre annonçait une grande profondeur. Vaunois cessa de ramer, il appuya sa tête sur sa main, sa respiration était oppressée, des gouttes de sueur coulaient sur son front. Quand il se redressa, la nuit était tout à fait venue. À 2 ou 3 reprises, il étendit sa main vers Georges et chaque fois sa main retomba. Enfin, il fit sur lui-même un violent effort. « Eh bien, dit-il d'une voix étouffée, ne vois-tu plus la grande figure blanche ?» L'enfant tourna la tête. « Si, répondit-il, la voilà. » Pendant qu'il parlait encore, Vaunois le saisit par derrière et le précipita dans l'étang. Au même instant, une longue forme blanche se montra, en effet, dans le feuillage du chêne, mais Vaunois ne put la voir, occupé qu'il était à fuir vers le bord, à force de rames. La lune qui se levait jeta ses premiers rayons par-dessus les taillis et vint éclairer le pâle visage de Jean Blanc. Au moment où Vaunois atteignait la rive, l'albinos se laissa glisser le long d'une branche flexible qui pliait sous son poids et retombait au ras de l'eau. À l'aide de ses pieds, il imprima un mouvement de fronde à ce balancier, puis, ouvrant les mains tout à coup, il se trouva lancé tout près de l'endroit où Georges avait disparu. Vaunois entendit, sans doute, le bruit de sa chute, mais plein de cette superstitieuse terreur qui suit et venge le crime, il se boucha les oreilles et s'enfuit, éperdu. Quelques secondes après, Jean Blanc revint à la surface, ramenant l'enfant évanoui. Le pauvre visage de l'albinos avait une expression d'allégresse délirante lorsqu'il toucha le bord. Il prit sa course, serra convulsivement l'enfant dans ses bras et ne s'arrêta que lorsqu'il eut mis une large distance entre lui et le château de la Tremlay. « J'étais là, disait-il en riant, je savais qu'on ferait du mal au petit monsieur. Maintenant, il est à moi, je l'ai gagné. J'étais là pour que le fort ne tuât point le faible, comme dans la chanson d'Arthur de Bretagne. » Ceux qui connaissaient le pauvre Jean Blanc eussent vu, dans ses paroles entrecoupées, le symptôme précurseur de l'un de ses accès. Lui-même sentait vaguement l'approche d'une tempête intellectuelle, car sa joie tomba tout à coup, il fit halte au milieu de l'une des routes de la forêt et déposa Georges sur le gazon d'un talus. L'atmosphère était froide, une abondante rosée descendait du faîte des arbres à demi dépouillés de leurs feuilles. Georges restait sans mouvement, ses membres étaient raides et glacés, une pâleur mortelle couvrait son joli visage. « Il faut qu'il s'éveille, » grommelait Jean Blanc en tâchant de le réchauffer sur son sein. « Il le faut, Sainte Vierge, réveillez-le !» Ce disant, il se dépouillait de son juste corps de peau de mouton et s'en servait pour envelopper le corps transi de l'enfant. Sa poitrine haletait, ses yeux devenaient hagards. Il luttait contre l'accès qui envahissait ses chancelantes facultés. Par un dernier éclair d'intelligence, il ôta de sa poitrine une médaille de cuivre qui portait l'image de Notre-Dame de Mi-Forêt. Il la passa d'une main frémissante au cou de l'enfant, toujours inanimé. « Sainte Vierge !» cria-t-il dans sa foi désolée, « moi, je ne peux plus. Il a maintenant votre sainte médaille. Il est à vous, réveillez-le. Si vous l'éveillez, bonne mère de Dieu, je fais vœu. » Un irrésistible rire interrompit cette ardente invocation. Aussitôt après, il tomba en convulsions. Puis, emporté par sa fièvre folle, il se jeta tête baissée, gambadant au plus épais du fourré. L'enfant évanoui resta à la garde de Notre-Dame.
L'accès de Jean Blanc fut long, parce que l'émotion qui l'avait provoquée avait été puissante. Pendant plus d'une heure, il courut les taillis en répétant son étrange refrain. « Je suis le mouton blanc, le mouton !» Au bout de ce temps, sa fièvre se calma, il sentit revenir ses idées et le souvenir de Georges emplit tout à coup son cœur. Il s'élança, passant par-dessus tout obstacle, et retrouvant sa route par instinct, en quelques minutes, il atteignit l'allée où il avait laissé l'enfant. Son cœur battit de joie, car un rayon de lune, glissant au travers des branches, éclairait un objet blanc sur le talus. « Georges !» cria-t-il. Georges ne répondit point. Jean Blanc franchit en deux bonds la distance qui le séparait du talus et tomba sur ses genoux. « Georges !» dit-il encore. Et comme l'objet blanc restait immobile, Jean le toucha. C'était son juste corps de peau. L'enfant avait disparu. Fin du prologue. Fin de la section 7. Section 8 de Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Chapitre 10. Chapitre 11. Chapitre 10. La veillée. 20 ans de plus pèsent un poids bien lourd sur la tête d'un homme. Mais, pour l'ensemble des choses créées, mis à part l'homme lui-même, c'est-à-dire pour la portion la plus grande, la plus durable, la plus vivante de la nature, 20 ans passent comme un souffle de brise qui effleure et n'entame point. 20 ans écoulés ont rendu méconnaissables les personnages de notre récit. L'enfant s'est fait homme, l'homme est devenu vieillard, le vieillard a cessé de vivre. Mais le beau château de la Tremlay s'élève toujours, droit et robuste, au bout de son avenue de grands chênes. Si quelques arbres sont morts dans la forêt, d'autres jaillissent du sol et s'élancent, pleins de sève, vers le beau soleil qui chauffe la voûte de feuillage. La fosse aux loups a gardé ses sombres ombrages, et le chêne creux soutient vaillamment le pesant fardeau de ses branches colossales. Les deux moulins chancellent et menacent ruine, comme autrefois, mais c'est à peine si l'on aperçoit que la pauvre loge de Mathieu Blanc s'est affaissée au ras du sol, tant le détail est mince et peu digne d'attention. Quant à l'étang de la Tremlay, ce sont toujours les mêmes eaux dormantes et la même moisson de roseaux sous lesquels blanchissent, dans la vase, les ossements de loup, le fidèle chien de Nicolas Tremle. Nous sommes à l'automne de l'année 1740. Il y a veillé dans les cuisines de monsieur Hervé de Vaunois de la Tremlay, seigneur de Bouexy en forêt. La cuisine est une grande pièce carrée, percée de 4 fenêtres hautes. Une porte de chêne garnie de fer ouvre ses 2 battants vis-à-vis de la vaste cheminée dont le manteau, en forme de toiture, peut abriter une compagnie raisonnablement nombreuse. 5 ou 6 bûches brûlent dans l'âtre et mêlent leur rouge lumière à la lueur crépitante de résine. Sur la table massive qui occupe le milieu de la pièce, une rangée de pichets, cruches, méthodiquement alignés, exhale une bonne odeur de cidre pur. Des pommes de terre rôtissent sous les cendres et une demi-douzaine de quartiers de lard montrent des 2 côtés de la crémaillère leurs couennes recouvertes de suie. Nous faisons grâce au lecteur des fourneaux, casseroles, cuillères à peau, marmites, écumoires, etc. Il y a une quinzaine de personnes assises sous le manteau de la cheminée. La plupart sont serviteurs ou servantes de Vaunois. 2 ou 3 sont étrangères et reçoivent l'hospitalité. Pour ne point faire défaut à la galanterie française, nous parlerons d'abord des femmes. Sur cette escabelle à 3 pieds et si près du feu que la pointe de ses sabots se charbonne est assise la dame Goton-Réou, femme de charge de la Tremlay. Elle fut, si l'on en croit la chronique de la Forêt, une joyeuse commère. Mais cela date de 40 ans et, à l'heure qu'il est, elle fume une pipe courte noircie par un long usage, avec toute la gravité qui convient à une personne de son importance. Auprès d'elle, et s'éloignant graduellement du foyer, siègent les servantes du château. La fille de basse-cour, la pigeonnière, la treilleuse de vaches, et même la femme de chambre de mademoiselle Alix de Vaunois. Cette dernière déroge sans nul doute en semblable compagnie, mais il faut tuer le temps. De l'autre côté de la cheminée sont rangés les garçons. C'est d'abord André,
le garde, Simonet, le maître du pressoir, Corentin, l'homme de la charrue, et beaucoup d'autres encore dont l'énumération serait longue et superflue. Dans l'âtre même, et juste en face de la dame Goton-Réou, est assis un homme de la forêt, hôte de la Tremlay pour quelques heures. Cet homme mérite une description particulière. Il est charbonnier, cela se voit. Une couche épaisse de noir couvre son visage et s'éclaircit seulement quelque peu aux angles saillants de la face, comme il arrive au masque de bronze. Ses yeux, dont la paupière est enflammée, semblent craindre l'éclat ardent du foyer et s'abritent derrière sa main noircie, du reste vêtue comme les gens de la forêt. Bonnet de laine mêlé, veste longue en forme de paletot échancré, culotte courte, bas bleus et souliers à boucles de fer. Il est de taille problématique. Assis, il semble petit, mais lorsqu'il se lève pour saisir un pichet et boire à même, ses longues jambes l'exaucent tout à coup. Dans l'attitude de son corps, il y a plus de souplesse que de force. Quant à son âge, nul ne saurait le dire. Depuis 15 ans, le charbonnier Pello-Rouan court la forêt. Tel on l'a vu la première fois, tel on le voit encore. Nos personnages ainsi posés, nous écouterons leur conversation, car nous sommes fort dépaysés dans ce château où nous n'avons pas mis le pied depuis 20 ans. Renée, la fille de chambre de mademoiselle Alix de Vaunois, cause avec Yvon, le valet des chiens, lequel raccommode son fouet et tresse une courtice, Mèche, que Miraut, Gerfaut, Renaud, etc. sentiront plus d'une fois sur leurs flancs savamment amaigris. André le garde frotte d'huile le ressort de son fusil à pierre. Corentin taille un battoir pour Anne, la surintendante des vaches. L'entretien n'a rien encore de général. Mais 6 heures ont sonné à la cloche fêlée du beffroi. Le vieux Simonet, maître du pressoir, a récité dévotement les versets de l'Angélus. Un silence de quelques minutes s'est fait, pendant lequel tout le monde a prié. Quand ce silence eut duré suffisamment à son gré, dame Goton fit un signe de croix finale et secoua les cendres de sa pipe avec précaution. « Les jours s'en vont pétissant, dit-elle. Chacun reconnut implicitement la justesse infinie de cette observation. Vienne la fin du mois, poursuivit la vieille femme de charge, et nous aurons la résine allumée pour dire l'Angélus le matin et le soir. Ça, c'est la vérité, appuya Simonet. Et tous répétèrent avec conviction « Les jours s'en vont pétissant, c'est la vérité ». Dame Goton savoura un instant l'approbation générale. « Maître Simonet, reprit-elle ensuite, si c'est un effet de votre complaisance, passez-moi le pichet, ma pauvre langue brûle. » Au lieu d'un pichet, on en passa 10, et tout le monde s'abreuva copieusement. « Fameux et droit en goût !» s'écria la vieille femme en promenant voluptueusement sa langue sur ses lèvres après avoir bu. Tout ce qu'on peut demander, c'est que le cidre de l'automne qui vient vaille celui de l'autre année, pas vrai? C'était là encore une de ces propositions dont le succès n'est point douteux. Tout le monde répondit affirmativement, et le maître du pressoir but un second coup pour prouver la sincérité de son opinion. Quant à ce qui est de l'an prochain, dit-il, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il chera bien du bois mort dans la forêt d'ici l'autre automne. D'ici l'autre automne, bien de l'eau passera sous le pont de Noyal, et notre monsieur dit que le temps qui court est un temps de péril. Renée cessa de causer avec Yvon et releva la tête avec inquiétude. « Est-ce qu'on craint une attaque des loups ?» murmura-t-elle. À cette question, on eût pu voir le charbonnier fermer à demi les yeux et jeter à la ronde un fugitif regard. « Les loups !» répéta Simonet en frappant son poing sur la table. « Si j'étais seulement dans la peau de monsieur le lieutenant du roi, on ne les craindrait pas longtemps, les maudits brigands. Dire qu'ils ont brûlé mon beau pressoir de Bouexy en forêt. Voler mes vaches, ajouta la treilleuse. Dévaster mon chenil, dit Yvon. Braconner plus de gibier que n'en chasse en 3 ans notre monsieur, s'exclama le garde. Tuer mes poules, fouler mes guérets, briser mes espaliers, crièrent en chœur les divers fonctionnaires de la Tremlay. La dame Goton bourrait gravement sa pipe et ne disait rien. Pello-Rouan, le charbonnier, semblait dormir, adossé contre la paroi de la cheminée. « Oh, les maudits brigands !» reprit le chœur, au milieu duquel on distinguait la voix flûtée et suraiguë de la fille de chambre. Goton alluma sa pipe et lança 3 redoutables bouffées. « Il y a 20 ans, murmura-t-elle, le maître de la Tremlay s'appelait monsieur Nicolas. Ceux que vous nommez les loups étaient des agneaux alors.
c'est la misère qui a aiguisé leurs dents. Un murmure désapprobateur suivit ces paroles. Les trémles étaient de bons maîtres, dit Simonet avec le même embarras qu'aurait un vieux courtisan parlant d'un roi déchu au sein d'une cour nouvelle. On ne peut pas dire le contraire. Mais les loups sont des bandits, et il n'y a que vous, dame Goton, pour prendre leur défense. Un imperceptible sourire plissa la lèvre de Pélo-Rouan. La vieille releva sa tête chenue avec dignité. « Maître Simonet, répondit-elle, je ne défends point les loups qui savent bien se défendre eux-mêmes. Je dis que ce sont des Bretons, voilà tout, et que certaines gens sont plus vaillants au coin du feu que sous le couvert. » Le sourire du charbonnier se renforça, et les serviteurs du château restèrent penauds sous cette accusation de couardise faite ainsi à brûle-pourpoint. « Patience, patience, dit enfin Simonet. Il doit nous arriver de Paris un brave officier du roi pour prendre le commandement des sergents de Rennes et protéger le passage des deniers de l'impôt à travers la forêt. Ces loups damnés ont tué le dernier capitaine. »« Gare au nouveau, interrompit dame Goton. On dirait que vous souhaitez un malheur, s'écria aigrement Renée, la fille de chambre. Mamie, répondit Goton avec autorité, je suis vieille, et je regrette l'ancien temps où nos dames ne prenaient point pour chambrières des mijaurées de Normandie. Laissez les Bretons répondre aux Bretons. Renée devint rouge et ne parla plus. La conversation allait mourir ou changer d'objet lorsque Pélo-Rouan, qui avait sans doute des raisons pour cela, frotta ses yeux comme un homme qui s'éveille et dit « Ai-je rêvé, maître Simonet? N'avez-vous point dit que nous allons avoir un nouveau capitaine pour mettre à la raison les loups que le ciel confonde? J'ai dit cela, mon homme, et c'est la vérité. Tant que les loups n'ont fait que piller M. de Vaunois, la cour de Paris n'y a vu point de mal. Mais les hardis brigands sont allés, comme chacun sait, jusqu'à Rennes, attaquer en plein jour l'hôtel de M. l'intendant. Ils interceptent l'impôt. »« Quel dommage !» interrompit l'incorrigible Goton, qui renforça son sarcastique sourire. « Voler les voleurs !» Ce sont de fiers gueux, dit Pélo-Rouan avec simplicité. Mais savez-vous quand arrive cet officier du roi dont vous parlez, maître Simonet? On l'attend, mon homme. Pélo-Rouan se leva, prit son pichet qu'il porta à ses lèvres, et dit avec une bonhomie où la vieille Goton crut découvrir une pointe de raillerie: « À la santé du nouveau capitaine !»« À sa santé !» répondirent les serviteurs de la Tremlay. Chapitre 11. Fleur déjeunait. Pélo-Rouan, avant de poser son pichet sur la table, ajouta pour complément de son toast: « Et à la confusion du loup blanc et de ses louveteaux. »« À la bonne heure, » dit la vieille Goton, lorsque chacun eut applaudi à ce souhait charitable. Pélo-Rouan était un pauvre homme de la forêt. Il y a pour lui courage à maudire tout haut le loup blanc, qui est fort et puissant, et dont 1000 bras exécutent les ordres, car tout à l'heure il va prendre son bâton de houx et affronter la nuit, qui est le domaine des loups. À la bonne heure, je ne veux point de mal à Pélo-Rouan. Merci, dame, prononça lentement le charbonnier, moi je vous veux du bien. C'était un homme étrange que ce Pélo-Rouan. Pendant qu'il parlait ainsi, son regard fixe couvait Goton, et la ligne rouge de ses paupières clignotait à la lumière du feu. Il y avait dans ce regard une gratitude plus grande que ne le méritait à coup sûr l'observation de la vieille femme de charge. Du reste, et nous devons le dire tout d'abord, la plupart des actions de cet homme étaient difficiles à expliquer. On croyait deviner chez lui parfois une marche lente et systématique vers un but mystérieux, mais on ne tardait pas à perdre sa trace, et l'espionnage le plus fin comme le plus obstiné eût été dérouté par sa conduite. Nul ne songeait d'ailleurs à l'espionner. À quoi bon l'eût-on fait? Ses fréquentes visites à la maison de M. de Vaunois, ennemi personnel et acharné des loups, éloignaient toute idée de connivence avec ces derniers, et cette connivence seule aurait pu donner quelque force à un homme si bas placé dans l'échelle sociale. Il y avait 15 ou 16 ans que Pélo, Rouan, était venu s'établir dans la forêt de Rennes. Il avait amené avec lui une petite fille au berceau qu'il appelait Marie. Solitaire d'habitude, et paraissant fuir la société de ses pareils, il s'était bâti une loge à l'endroit le plus désert de la forêt, avait creusé un four souterrain et faisait depuis lors ce qu'il fallait de charbon pour soutenir son existence et celle de sa fille. Marie avait pris la taille d'une femme. En grandissant, elle était devenue bien belle, mais elle l'ignorait.
Beaucoup prétendront que ces derniers mots renferment une impossibilité flagrante. Nous soutenons néanmoins notre dire. Marie, enfant de la solitude, n'avait de hardiesse que contre le danger. La vue de l'homme la troublait et l'effrayait. Lorsque la trompe de chasse criait dans les allées, Marie faisait comme les biches, elle se cachait dans les buissons. Jamais elle ne mettait de bouquets dans un panier verni pour les porter au château, avec des pommes, des œufs et de la crème, comme cela se pratique de nos jours au théâtre national de l'opéra-comique. Elle ne dansait ni sur la fougère, ni même sous la coudrette. En un mot, ce n'était en aucune façon une rosière de madame de Genlis, se mirant dans le cristal des fontaines, ni une ingénue de monsieur Marmontel, raisonnant l'être suprême, la nature et le reste. Ces braves poètes n'ont jamais vu la campagne qu'à Courbevoie. C'était une fille de la forêt, simple, pure, demi-sauvage, mais portant en elle le germe de tout ce qui est noble, gracieux, poétique et bon. Elle aimait à prier Dieu, car une foi profonde remplissait cette âme angélique qui ne soupçonnait pas le mal. L'expression générale de son visage était un mélange d'exquise gentillesse et de sensibilité exaltée. Elle avait de grands yeux bleus pensifs et doux, dont le sourire réchauffait l'âme comme un rayon de soleil. Sa joue pâle l'encadrait d'un double flot de boucles dorées qui ondoyaient à chaque mouvement de sa tête et se jouaient sur ses épaules modestement couvertes. La nuance de cette chevelure eût embarrassé un peintre, parce que les couleurs dont peut disposer l'art humain sont parfois impuissantes. Cette nuance dans un tableau semblerait terne. Ses candides reflets affadiraient le regard, elle ne repousserait point assez la teinte de la peau. Mais cela prouve seulement que l'homme n'a su dérober que la moitié de la palette céleste. Chez Marie, c'était un charme de plus. Ses traits fins mais hardiment modelés apparaissaient suaves et comme voilés sous cette indécise auréole. Cela faisait l'effet de ce nuage mystique, aux rayons naïvement adoucis, que les peintres du Moyen Âge donnaient pour ornement au front divin de la Mère de Dieu. Marie était sauvage comme son père. Lorsqu'elle ne restait point dans la loge, occupée à tresser des paniers de chèvrefeuilles que Pelot-Rouen vendait aux foires de Saint-Aubin-du-Cormier, Marie errait, seule et rêveuse, dans les sentiers perdus de la forêt. Souvent le voyageur s'arrêtait pour écouter une voix pure et semblable à la voix des anges qui chantaient la complainte d'Arthur de Bretagne, dont nous avons parlé dans la première partie de ce récit. Ceux qui se souvenaient du pauvre Jean Blanc songeaient à lui en entendant son refrain favori. La plupart savouraient la musique sans évoquer la mémoire de l'albinos, car bien d'autres que lui répétaient ce refrain qui berce les enfants dans toutes les loges du pays de Rennes. Du reste, on entendait toujours Marie comme on écoute le rossignol, sans la voir. Dès qu'elle apercevait un étranger, son instinct de timidité farouche la portait à fuir. On voyait le taillis s'agiter comme au passage d'un faon, puis plus rien. Marie était alerte et vive. On eût couru longtemps pour l'atteindre. Quelques-uns cependant l'avaient vue, et le bruit de sa beauté sans rivale s'était répandu dans le pays. On fut du temps avant de savoir son nom, car Pelot-Rouen ne souffrait guère de questions, surtout lorsqu'il s'agissait de sa fille, et Marie devenait muette dès qu'un homme lui adressait la parole. À cause de cette ignorance, et par un reste de cette chevaleresque poésie qui a fleuri si longtemps sur la terre de Bretagne, on choisissait pour désigner Marie les noms des plus charmantes fleurs. Les jeunes gens de la forêt parlaient d'elle d'autant plus souvent que son existence était plus mystérieuse. À la longue, la coutume effeuilla cette guirlande de jolis sobriquets. Un seul resta qui faisait allusion à la couleur des cheveux de Marie. On l'appela Fleur Déjeuner. Pelot-Rouen laissait à sa fille une liberté entière, dont celle-ci usait tout naturellement et comme on respire, sans savoir qu'il en pût être autrement. D'ailleurs le charbonnier, quand même il l'aurait voulu, n'aurait point pu surveiller fort attentivement la jeune fille, car il faisait de longues et fréquentes absences. Le motif de ces absences était un secret, même pour Marie. Parfois, durant des semaines,
le four de Pelleau-Rouen restait froid, mais quand il revenait, il travaillait le double et réparait le temps perdu. Personne n'était admis dans la loge. On venait chercher Pelleau-Rouen de temps en temps la nuit. Dans ces circonstances, ceux qui avaient besoin du charbonnier pour des causes que nous ne saurions dire frappaient à la porte d'une certaine façon. Pelleau sortait alors. Marie, habituée à ce manège, ne prenait pas garde. Un jour, pourtant, un étranger avait franchi le seuil de la loge inhospitalière. Il soutenait les pas de Fleur des Genêts, bien chancelante et bien effrayée, parce que des soudards de France qui venaient de Paris et allaient à Rennes l'avaient poursuivi dans les futaies. Son compagnon était un loyal jeune homme, au visage doux et bon. Il l'avait protégée. Sa première pensée fut de remercier Dieu du plus profond de son cœur, en même temps qu'elle lui adressait une fervente prière pour son sauveur. Depuis ce jour, quand Fleur des Genêts rencontrait l'étranger, elle allait à lui sans frayeur, et ils échangeaient quelques mots purs et naïfs, comme l'entretien de deux enfants. Puis l'étranger partit, laissant son souvenir dans le cœur de Marie. Les gens de la forêt la rencontrèrent de nouveau dans les taillis. Elle allait lentement, la tête penchée, et chantait bien mélancoliquement la complainte d'Arthur de Bretagne. Pelleau-Rouen ne l'interrogeait point, parce qu'il connaissait la cause de sa tristesse. Cependant la veillée continuait dans la cuisine du château de la Tremlay. Après avoir porté la santé qui ouvre ce chapitre, Pelleau prit son bâton de houx comme l'avait annoncé la vieille femme de charge. Mais au lieu de partir, il secoua lentement sa pipe et se planta, le dos au feu, en face de maître Simonet. « Et sait-on son nom ?» dit-il, en jouant l'indifférence. « Le nom de qui ?»« Du nouveau capitaine. »« Notre monsieur le sait peut-être, » répondit Simonet. « Au fait, ce doit être un bon serviteur du roi, c'est le principal. Il logera au château ?»« Ou chez l'intendant royal. » Pelleau-Rouen sembla hésiter au moment de faire une nouvelle question. « C'est juste, » dit-il enfin. « C'est à qui recevra ce brave officier et les bons soldats de la maréchaussée. » À ces mots, il se dirigea vers la porte. En passant auprès d'Yvon, il lui serra furtivement la main et adressa à Corentin un regard d'intelligence. « Bonsoir, maître Simonet et toute la maisonnée, » dit-il. Comme il mettait la main sur le loquet, un fort coup de marteau retentit, frappé à la porte extérieure. Pelleau resta. Quelques minutes après, deux hommes, enveloppés de manteaux, furent introduits. Les larges bords de leur feutre cachaient presque entièrement leur visage. Cependant, à un mouvement que fit l'un d'eux, la lumière du foyer vint éclairer partiellement ses traits. Pelleau-Rouen recula à son aspect, et au lieu de sortir, il se glissa prestement dans une embrasure. Fin de la section 8. Section 9 de Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Chapitre 12. Chapitre 13. Chapitre 12. Dans la forêt. Les nouveaux venus étaient tous deux de haute taille et d'apparence robuste. Celui dont Pelleau-Rouen avait aperçu la figure était, dans toute la force de la jeunesse, beau visage et merveilleusement tourné. L'autre avait sous son feutre une chevelure grise et plus de 60 ans sur les épaules. « Qui que vous soyez, » dit Simonet, employant la digne formule armoricaine, « vous êtes les bienvenus. Que demandez-vous » Le plus jeune des deux étrangers rejeta son manteau sur le coude et montra l'uniforme de capitaine des soldats de la maréchaussée. « Je veux parler à monsieur Hervé de Vaunois, » répondit-il. « Le nouveau capitaine, » chuchotèrent les serviteurs de la Tremlay. Renée, la servante normande de mademoiselle Alix, arrangea aussitôt les plis de sa robe. Les autres femmes, moins bien apprises, se bornèrent à rougir immodérément. Quant à Pelleau-Rouen, il gagna la porte sans bruit, après avoir échangé un second regard d'intelligence avec Yvon et Corentin. « Ah, c'est lui qui est le nouveau capitaine » murmura-t-il lentement, d'un air pensif. Puis il s'enfonça dans les sentiers de la forêt.
Maître Simonet prit un maintien grave et solennel pour remplir convenablement son office d'introducteur au lieu et place de maître Alain, le majordome, qui se faisait vieux et dormait d'ordinaire à cette heure, ivre d'eau-de-vie. Il mit le bonnet à la main et précéda les nouveaux venus dans le salon de réception où se tenait Hervé de Vaunois et sa famille. Pendant qu'ils traversent le vestibule et la grande salle, nous rétrograderons de quelques heures et nous prendrons nos deux étrangers au moment où ils quittent la bonne ville de Vitré pour entrer dans la forêt. Outre que c'est un moyen fort simple de faire leur connaissance, nous assisterons ainsi avec eux à quelques petits incidents qu'il nous importe de ne point passer sous silence. Comme le lecteur a pu le conjecturer, le vieillard à barbe grise remplissait auprès du jeune capitaine l'office de valet. C'était un homme à visage honnête et austère. Sa taille légèrement voûtée annonçait seule la fatigue ou la souffrance, car son front restait sans rides et son regard serein exprimait la tranquillité d'âme la plus parfaite. Quant au capitaine, il y avait sous sa fine moustache noire retroussée un sourire insouciant et fin. Dans ses yeux, une hardiesse indomptable, une gaieté franche et comme un reflet de cordiale loyauté. On eût trouvé difficilement une taille plus élégante que la sienne, une pose plus gaillarde sur son cheval Isabelle, et une plus gracieuse façon de porter son belliqueux uniforme. Il avait de 25 à 27 ans. Le valet s'appelait Jude Lecker. Le maître avait nom Didier tout court. Le bon écuyer de Nicolas Tremble n'avait point changé beaucoup au long de ces 20 années. La souffrance avait glissé sur son cœur comme le temps sur la dure peau de son visage. Il se tenait encore ferme sur son cheval, et il n'eût point fait bon recevoir un coup de la rapière plus moderne qui avait remplacé sa longue épée à garde de fer. Il pouvait être 2 heures après-midi quand Didier et Jude dépassèrent les premiers arbres de la forêt. Le pâle soleil d'automne se jouait dans le feuillage jaunissant, et le sabot des chevaux s'enfonçait à chaque pas dans la molle litière que novembre étend au pied des arbres. Jude semblait respirer avec délice une atmosphère connue. Il saluait chaque vieux tronc d'un regard ami et presque filial. Il y avait 20 ans que Jude n'avait vu la forêt de Rennes. Tout en marchant, le maître et le serviteur poursuivaient une conversation commencée. « C'était, ma foi, un vaillant vieillard que ce monsieur Nicolas !» s'écria Didier, interrompant un long récit que lui faisait Jude. « J'aime son gant de buffle, qui pesait 1 livre, et j'aurais voulu voir la pauvre mine que dut faire monsieur le régent. »« Le régent nous mit à la Bastille, » répondit Jude avec un soupir. « C'était, en conscience, le moins qu'il pût faire, mon garçon. Nicolas Tremble, que Dieu sauve son âme, était déjà bien vieux, et puis il pensait sans cesse à l'enfant. »« Quel enfant ?» interrompit Didier. « Georges Tremble, qui doit être à l'heure qu'il est un hardi soldat s'il a gardé dans ses veines une goutte du bon sang de ses pères. » L'histoire languissait, Didier bâilla, Jude poursuivit. Il pensait donc à l'enfant qui était au pays sans protecteur et sans appui. Vieillesse et chagrin, c'est trop à la fois, mon jeune monsieur. Et pourtant Nicolas Tremble mit longtemps à mourir. Il descendit en terre voici 3 ans passés et me légua le petit monsieur Georges. Et qu'est devenu ce Georges ? Dieu le sait. Moi je fus mis en liberté 2 ans après la mort de mon maître. Je n'avais point d'argent, et si la Providence ne m'eût pas envoyé sur votre chemin au moment où vous cherchiez un valet pour le voyage, je ne sais comment j'aurais regagné la Bretagne. Ma chère, ma noble Bretagne !» répéta Jude avec des larmes de joie dans les yeux. Didier s'arrêta et lui tendit la main. « Tu es un honnête cœur, mon garçon, » dit-il. « Je t'aime pour ton attachement au souvenir de ton vieux maître, et pour l'amour que tu as gardé à ton pays. Si tu veux, tu ne me quitteras plus. » Jude toucha respectueusement la main que lui offrait le capitaine. « Je le voudrais, » murmura-t-il en secouant la tête. « Sur ma parole, je le voudrais, car il y a en vous quelque chose qui rappelle la franche loyauté de Tremble. Mais je suis un enfant et je suis breton. Ne m'avez-vous point dit que vous venez pour anéantir les derniers restes de la résistance bretonne ? Si fait, quelques centaines de fous furieux. Quand la rébellion se sent faible, vois-tu, elle tourne au brigandage. Je viens pour punir des bandits. » Jude réprima un geste de colère. « De mon temps, » murmura-t-il, « messieurs de la frérie bretonne ne méritaient point ce nom. » « C'est vrai, ceux dont tu parles n'étaient que des maniaques entêtés.
mais les frères bretons sont devenus les loups. Les loups, répéta Jude, sans comprendre. Ils ont eux-mêmes choisi ce sauvage sobriquet. Ce n'est pas la Bretagne, ce sont les loups que je viens combattre de par l'ordre du roi. Jude ne fut probablement point persuadé par cette subtile distinction, car il se borna à répondre « Je ne sais pas ce que font les loups, mais ils sont bretons, et vous êtes français. »« N'en parlons plus !» s'écria gaiement le capitaine. « Quant à la question de savoir si je suis français ou non, c'est plus que je ne puis dire. Bois un coup, mon garçon !» Il tendit sa gourde de voyage à Jude, qui cette fois n'eut aucune objection à soulever. « Et maintenant, reprit le capitaine, orientons-nous. Voici un sentier qui doit mener à Saint-Aubin-du-Cormier. »« C'est ma route, » répondit Jude, « et nous allons nous séparer ici, car vous allez à Rennes, je pense. »« Je vais au château de la Trémelay. » Jude devint pensif. « Vous êtes déjà venu dans le pays, dit-il, après un silence, car vous le connaissez aussi bien que moi. Peut-être n'est-ce pas la première fois que vous allez au château de la Trémelay. »« Peut-être, » répéta le capitaine, qui sembla éviter une réponse plus catégorique. « Si vous y êtes allé, continua Jude, dont tous les traits exprimaient une curiosité puissante, vous avez dû voir un jeune homme, un beau jeune homme, l'héritier de ces nobles domaines, l'unique rejeton d'une race qui est vieille comme la Bretagne. Tu le nommes ? Georges Tremle. » Ce fut au tour du capitaine de s'étonner. Pour la première fois, il rapprocha ce nom de Tremle de celui du château. Il comprit que le vieux gentilhomme dont il venait d'entendre la chevaleresque histoire était l'ancien maître de la Trémelay. « Je n'ai jamais vu ce jeune homme, » répondit-il. Chapitre XIII. Le capitaine Didier. Jude demeura un instant comme atterré. « Mon Dieu, pensait-il, qu'ont-ils fait de notre petit monsieur ?» Le capitaine était devenu rêveur. Peut-être connaissait-il assez M. de Vaunois pour qu'un doute s'élevât dans son esprit touchant le sort de l'héritier de Tremle. « Ma tâche est tracée, » reprit Jude. « Je la remplirai, monsieur, » ajouta-t-il d'une voix que son émotion rendait solennelle. « Je vous adjure, par votre titre de gentilhomme, de me prêter votre aide. » Un triste sourire vint à la lèvre du capitaine. « Gentilhomme, dit-il. »« Par votre mère, » voulut continuer Jude. « Ma mère, dit encore le capitaine. Allons, mon garçon, tu tombes mal. Que viens-tu me parler de titres et de mère ? Mais je suis officier du roi, et cela vaut noblesse. Tu auras mon aide, pour l'amour de Dieu. »« Merci, merci, s'écria Jude. En revanche, moi je suis à vous, monsieur, à vous de tout cœur, et tant qu'il vous plaira. Maintenant, veuillez vous détourner quelque peu de votre route. Nous reviendrons ensemble au château. » Le capitaine suivit Jude aussitôt. Ils marchèrent un quart d'heure le long du chemin qui mène au bourg de Saint-Aubin-du-Cormier. Puis Jude, tournant à gauche, s'enfonça tout à coup dans un épais taillis. Au bout d'une centaine de pas, Didier arrêta son cheval. « Où me mènes-tu » demanda-t-il. « Au lieu où Nicolas Tremle, mon maître, partant pour la cour de Paris, a enfoui l'espoir et la fortune de sa race. »« Tu as donc grande confiance en moi ?» Jude hésita un instant. « Je vous confierai ma vie, » dit-il enfin. « Mais le trésor de Tremle n'est point à moi. Vous avez raison. Mieux vaut que je sois seul à garder ce secret. »« Et mieux vaut, » ajouta Didier, « que je ne m'enfonce point trop dans ce fourré, au-delà duquel est la retraite des loups. Ils pourraient me mordre, mon garçon. Va, tu me retrouveras ici. » Jude descendit de cheval et s'engagea à pied dans l'épais taillis où nous avons vu autrefois cheminer Nicolas Tremle lorsqu'il portait en poche l'acte signé par son cousin Hervé de Vaunois. Resté seul, le jeune capitaine mit aussi pied à terre, s'étendit sur le gazon et donna son âme à la rêverie. Ses méditations furent douces. Officier de fortune et parvenu, son mérite aidant, à un poste que ses pareils n'atteignaient point avant d'avoir vu blanchir leurs moustaches et tomber leurs cheveux, il avait désormais devant lui un avenir couleur de rose. Sa mission en Bretagne n'était pas sans importance, et il espérait réduire aisément cette poignée d'hommes intrépides, mais simples et grossiers, qui s'opposaient encore à la levée de l'impôt, molestaient les sujets soumis au roi et poussaient parfois leur insolente audace jusqu'à mettre la main sur les fonds du gouvernement. À part cet intérêt politique, son arrivée dans le pays de Rennes avait pour lui un intérêt particulier, dont nous ne ferons point mystère au lecteur. Ce n'était pas la première fois que Didier venait en Bretagne.
L'année précédente, il avait passé 6 mois à Rennes, en qualité de gentilhomme de monsieur le comte de Toulouse, gouverneur de la province, lequel l'avait fait entrer depuis dans les gardes françaises, d'où il était sorti avec son grade actuel. Beau de visage et de tournure, prompt à l'amitié, mais étourdi et léger, il avait été bien près une fois de choisir la compagne de sa vie. Pendant son séjour à Rennes, dans la maison du prince gouverneur, il avait été de pair à compagnon avec les fils des premières familles de la province. Il était de toutes les fêtes de messieurs des États, et dans ce monde des gens du roi, sa position lui attirait une faveur à laquelle ne nuisait point sa bonne mine. À cette époque, la reine des salons, dans la capitale bretonne, était mademoiselle Alix de Vaunois de la Tremlay, noble créature dont le charmant visage était moins parfait que l'esprit, et dont l'esprit ne valait point encore le cœur. Didier l'avait vue au palais même du prince gouverneur qui, pendant son séjour dans la province, tenait une véritable cour. Il s'était senti attiré vers elle. Alix, de son côté, n'avait point dissimulé le plaisir que lui causait cette recherche. Le monde avait remarqué leur naissante et mutuelle sympathie. Monsieur de Vaunois seul semblait ne s'en point apercevoir ou y prêtait volontairement les mains, ce qui surprenait fort chacun. On savait en effet que Vaunois avait pour l'établissement de sa fille unique des prétentions fort élevées et qui ne s'attaquaient à rien moins qu'à monsieur de Béchamel, marquis de Nointel, intendant royal de l'impôt et l'un des plus opulents financiers qui fussent alors en Europe. Nonobstant cela, Vaunois, qui avait d'abord regardé le jeune officier de fortune avec un dédain tout particulier, l'attira bientôt chez lui et lui fit fête tout autant qu'aux héritiers des plus puissantes maisons. Si ce n'eût point été là une circonstance positivement insignifiante pour le public, on aurait pu remarquer que ce changement étrange avait coïncidé avec l'acquisition que fit Vaunois d'un certain Lapierre, valet du prince gouverneur. Mais il n'était point probable en vérité que cette révolution d'antichambre eût pu influer en rien sur la conduite ultérieure du riche maître de la Tremlay. Quoi qu'il en soit, un soir que Didier sortait de l'hôtel de Vaunois, le cœur tout plein d'espérance, il fut attaqué dans la rue par 3 estaffiers qui le poussèrent rudement. Il n'avait que son épée de balle, mais il s'en servit comme il faut. Les 3 estaffiers en furent pour leur peine, et les horions qu'ils reçurent. Didier blessé rentra au palais du gouvernement. L'affaire n'eut point de suite parce que le comte de Toulouse quitta Rennes quelques jours après. Mais ce n'était pas là le seul souvenir du capitaine Didier. Il en avait un autre beaucoup plus humble, qui restait plus avant peut-être dans son cœur. C'était une blonde fille de la forêt dont nous avons déjà prononcé le nom. En ce moment encore, couché sur l'herbe et bercé par ses méditations, il ne songeait point à mademoiselle de Vaunois, et c'était la pure et gracieuse image de Fleur Desgenais qui souriait au fond de sa pensée. Il rêvait, et ne s'en rendait point compte, à cette douce et chaste tendresse qui avait embelli quelques jours de sa vie quand il était encore presque adolescent. Les loups, l'impôt, la bataille prochaine, rien de tout cela pour lui n'existait en ce moment. Les arbres de la vieille forêt lui parlaient de sa vision d'autrefois. « Si elle venait !» murmura-t-il en glissant son regard dans les sombres profondeurs des taillis. Ce qui pouvait lui venir le plus probablement, c'était la balle de quelque loup, car il avait jeté sous lui son manteau et les broderies de son uniforme brillaient maintenant sans voile. Mais il y a un Dieu pour les capitaines qui rêvent. Une voix douce et lointaine encore sembla répondre à son aspiration. Il tendit l'oreille, la voix approchait, elle chantait la complainte d'Arthur de Bretagne. Didier écoutait avec délice cette voix et cette mélodie connue. À mesure que la voix approchait, les paroles devenaient plus distinctes. Fleur Desgenais chantait ce passage de la complainte populaire où Constance de Bretagne commence à désespérer de revoir son malheureux fils. Nous traduisons le patois des paysans d'Ille-et-Vilaine. Marie disait « Elle attendait, car pauvre mère longtemps espère, elle attendait, le cœur Marie, son fils chéri. Elle mettait son âme entière dans sa prière et disait « Rends-moi mon enfant, Dieu tout-puissant ».
Marie n'était plus qu'à quelques pas de Didier, mais il ne se voyait point encore tant le taillis était épais. Le capitaine retenait son souffle. Marie poursuivit, répétant suivant l'usage les 2 derniers vers en guise de refrain, et disait: rends-moi mon enfant, Dieu tout-puissant. Arthur, Arthur, hélas, absence brise espérance, le faible est au pouvoir du fort jusqu'à la mort. Le caractère de ce chant est une mélancolie tendre et si profonde que le ménétrier qui le dit à un rustique auditoire est certain d'avance d'un succès de larmes. Il semblait que la pauvre Marie rapportât à elle-même le sens des 2 derniers vers, car le chant tomba de ses lèvres comme un harmonieux gémissement. « Fleur des genêts » murmura Didier. Elle entendit et perça d'un bond le fourré. Lorsqu'elle aperçut enfin le capitaine, ses genoux fléchirent. Elle s'affaissa sur elle-même en levant ses grands yeux au ciel, et son cœur s'élança vers Dieu. Cette âme candide et virginale ignorait les artifices du mensonge. Elle lui raconta ses craintes et ses espérances, et combien elle avait prié pour son retour. Ainsi se prolongea longtemps, avec tout le charme et la naïveté de l'innocence, cet entretien touchant qui devait avoir une influence décisive sur leur destinée. Fin de la section 9. Section 10. De Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Chapitre 14. Chapitre 15. Chapitre 14. Où le loup blanc montre le bout de son museau. Pendant cela, Jude Laker essayait de trouver son chemin dans le taillis. Il eut d'abord grand-peine à s'orienter, car nul sentier ne traversait l'épaisseur du fourré. Mais au bout d'une centaine de pas, il vit avec surprise qu'une multitude de petites routes se croisaient en tous sens et semblaient néanmoins converger vers un centre commun. Il suivit un de ces sentiers et arriva bientôt au bord de ce sauvage ravin que nous connaissons déjà sous le nom de la fosse aux loups. À part ces routes qui n'existaient point autrefois et qui annonçaient très positivement le voisinage d'un lieu de réunion où de nombreux habitués se rendaient de différents côtés, rien n'était changé dans le sombre aspect du paysage. Le même silence régnait autour de la même solitude. Jude descendit les bords du ravin en se retenant aux branches et atteignit le fond où s'élevait le chêne creux. La physionomie du bon écuyer était triste et grave. Il songeait sans doute que la dernière fois qu'il avait visité ce lieu, c'était en compagnie de son maître défunt. Il songeait aussi que le creux du chêne pouvait avoir été dépositaire infidèle. Or, la fortune de Tremle avait été mise tout entière entre ces noueuses racines qui déchiraient le sol. Avant de pénétrer dans l'intérieur de l'arbre, Jude examina les alentours avec soin. Il fouilla du regard chaque buisson, chaque touffe de bruyère, et dut se convaincre qu'il était bien seul. Cet examen lui fit découvrir, derrière l'une des tours en ruine, un petit monceau de décombres, à la place où s'élevait jadis la cabane de Mathieu Blanc. « C'étaient de bons serviteurs de Tremle, murmura-t-il en se découvrant, que Dieu ait leur âme. » Dans l'intérieur de l'arbre, il trouva quelques débris de cercle et presque tous les ustensiles de Jean Blanc, mais rouillés et dans un état qui ne permettait point de croire qu'on s'en fût servi depuis peu. Jude prit une pioche et se mit aussitôt en besogne. Pendant qu'il travaillait, un imperceptible mouvement se fit dans les buissons et 2 têtes d'hommes, masquées à l'aide d'un carré de peau de loup, se montrèrent. Une 3e tête, masquée de blanc, sortit au même instant d'une haute touffe d'ajoncs qui touchait presque le chêne où travaillait Jude. Les 3 hommes, porteurs de ce déguisement étrange, échangèrent rapidement un signe d'intelligence. Le signe du masque blanc fut un ordre, sans doute, car les 2 autres rentrèrent immédiatement dans leur cachette. Le masque blanc se coucha sans bruit à plat ventre et se mit à ramper vers l'arbre. Il franchit lentement la distance qui l'en séparait, puis il se dressa de manière à fourrer sa tête dans l'une des ouvertures que le temps avait pratiquées au tronc creux du vieux chêne. Son masque le gênait pour voir. Il l'arracha et découvrit un visage tout noirci de charbon et de fumée, le visage de Pélo Rouan, le charbonnier. Jude travaillait toujours
et ne se doutait point qu'un regard curieux suivait chacun de ses mouvements. Au bout de quelques minutes, la pioche rebondit sur un corps dur et sonore. Jude se hâta de déblayer le trou et retira bientôt le coffret de fer que Nicolas Tremle avait enfoui autrefois en cet endroit. Après l'avoir examiné un instant avec inquiétude pour voir s'il n'avait point été visité en son absence, Jude sortit une clef de la poche de son pourpoint. À ce moment, Pélorouan se mit à ramper et rentra sans bruit dans sa cachette. Ce fut pour lui un coup de fortune, car Jude, sur le point d'ouvrir le coffret, se ravisa et fit le tour du chêne, jetant à la ronde son regard inquiet. Il ne vit personne, regagna le creux de l'arbre et fit jouer la serrure du coffret de fer. Tout y était intact comme au jour du dépôt, or et parchemin. Le bon Jude ne put retenir une exclamation de joie en songeant qu'avec cela, Georges Tremle, fût-il réduit à mendier son pain, n'aurait qu'un mot à dire pour recouvrer son héritage intact. Mais une expression de tristesse remplaça bientôt son joyeux sourire. Où était Georges Tremle ? Le capitaine Didier, son nouveau maître, avait reçu l'hospitalité au château. Il ne savait même pas qu'il existât une créature humaine du nom de Georges Tremle. Donc, non seulement Georges n'était plus là, mais on ne parlait même plus de lui. Jude aurait voulu déjà être au château pour s'informer du sort de l'enfant. Il plaça le coffret dans le trou, qu'il combla de nouveau en ayant soin d'effacer de son mieux les traces de la fouille, puis il gravit la rampe du ravin. Pélorouan le suivit de l'œil pendant qu'il s'éloignait. « C'est bien Jude, » murmura-t-il. « Jude, l'écuyer du vieux Nicolas Tremle. Il n'emporte pas le coffret. Je verrai cette nuit ce qu'il peut contenir. En attendant, il ne faut point que nos gens soupçonnent ce mystère, car il pourrait revenir avant moi. » Jude avait disparu. Les deux hommes à masque fauve quittèrent le fourré et s'élancèrent vers le chêne. Ils remuèrent les outils, visitèrent chaque repli de l'écorce et ne trouvèrent rien. Ces deux hommes étaient des loups. Ils s'approchèrent de la touffe d'ajonc. « Maître, dirent-ils en soulevant leur bonnet, qu'avez-vous vu ?» Pélorouan haussa les épaules. « C'est grand dommage que vous n'habitiez point la bonne ville de Vitré, dit-il. Vous êtes curieux comme des vieilles femmes, et vous feriez d'excellents bourgeois. J'ai vu un rustre déterrer 2 douzaines d'écus de 6 livres qu'il avait enfouis en ce lieu. » Les deux loups se regardèrent. « Cela fait plus de 200 piécettes de 12 sous à la fleur de lys, » grommela l'un d'eux. « Il y en a peut-être d'autres. »« Cherchez, » dit Pélorouan avec une indifférence affectée. « Moi je vais veiller à votre place. » Les deux loups hésitèrent un instant, mais ce ne fut pas long. Ils touchèrent de nouveau leurs bonnets et regagnèrent leur poste. Pélorouan remit son masque en peau de mouton. « C'est bien, dit-il, mais souvenez-vous de ceci. Quand je suis là, mes yeux veillent avec les vôtres. Je puis pardonner un instant de négligence. Quand je m'éloigne, la négligence devient trahison, et vous savez comment je punis les traîtres. On a vu des soldats de la maréchaussée dans la forêt, et peut-être en ce moment même des yeux ennemis interrogent les profondeurs de ce ravin. La moindre imprudence peut livrer le secret de notre retraite. Prenez garde. » Le charbonnier prononça ces mots d'une voix brève et impérieuse. Les deux loups répondirent humblement « Maître, nous veillerons. » Pélorouan ôta les pistolets qui pendaient à sa ceinture et les cacha sous ses vêtements. « Je vais au château, » continua-t-il, « afin d'apprendre ce que nous devons craindre des gens du roi. Je reviendrai cette nuit. » À ces mots, il gravit la montée d'un pas rapide et disparut derrière les arbres de la forêt. « Le loup blanc et le diable !» murmura l'une des sentinelles. « Il n'y a que 2 pour courir ainsi. Guillot ? Francin ? J'aurais pourtant voulu voir là-bas, dans le creux du chêne. Moi aussi, mais si on fouillait, il verrait, je m'entends. La terre est pourtant fraîchement remuée. Il verrait, je te dis, et nous avons ses ordres. C'est la vérité, quand il a parlé, ça suffit. » En conséquence de quoi, les deux loups se résignèrent à faire bonne garde. Jude Lecquer, lui, reprenait le chemin qui devait le conduire vers son capitaine. Il traversa le taillis d'un pas plus leste et le cœur plus content que la première fois. Une de ses inquiétudes était au moins calmée. Il avait désormais en main de quoi racheter les riches domaines de la maison de Tremle. Quand il arriva au lieu où il avait laissé Didier, celui-ci était seul. « Tu n'as pas perdu de temps, mon garçon, dit-il gaiement. Je ne t'attendais pas si vite. »
Jude prit cela pour un reproche adressé à sa lenteur et se confondit en excuses. « Allons !» s'écria le capitaine, qui sauta en selle sans toucher l'étrier. « J'aurais dormi sans doute et fait un beau rêve, car je veux mourir si j'étais pressé de te voir arriver. À propos, et le trésor de Tremle ?»« Dieu l'a tenu en sa garde, » répondit Jude. « Tant mieux, au château maintenant, à moins qu'il ne te reste quelque mystérieuse expédition à accomplir. » Il est rare qu'un Breton de la vieille roche sympathise complètement avec cette gaieté insouciante et communicative qui est le fond du caractère français. Cette recrudescence soudaine de bonne humeur mit l'honnête Jude à la gêne, d'autant plus qu'il était occupé lui-même de pensées graves. Il suivit quelque temps en silence le jeune capitaine qui fredonnait et semblait vouloir passer en revue tous les ponts-neufs anciens et nouveaux chantés au théâtre de la foire. Enfin Jude poussa son cheval et prit la parole. « Monsieur, dit-il, mon devoir est lourd et mon esprit borné. Je compte sur l'aide que vous m'avez promise. »« Et tu as raison, mon garçon. Tout ce que je pourrai faire, je le ferai. Voyons, explique-moi un peu ce que tu attends de moi. »« D'abord, répondit Jude, bien que 20 ans se soient écoulés depuis que j'ai mis le pied pour la dernière fois au château de la Tremlay, il pourrait s'y trouver quelqu'un pour me reconnaître, et j'ai intérêt à me cacher. Je voudrais donc n'y point entrer avant la nuit venue. Soit, le temps est beau, nous attendrons dans la forêt, mais l'expédient me semble médiocrement ingénieux, par la raison qu'il y a résines et lampes au château de M. de Vaunois. « C'est vrai, » murmura dolemment le pauvre Jude, « je n'avais point songé à cela. » Le capitaine reprit en souriant. « Il y a un moyen d'arranger les choses, mon garçon. Nous arriverons enveloppés dans nos manteaux de voyage, et je trouverai bien quelque prétexte pour te protéger contre les regards indiscrets. Après, répéta Jude, fort embarrassé, après, je tâcherai de savoir, de manière ou d'autre, ce qu'est devenu le petit monsieur. C'est cela, nous tâcherons. La nuit vint, nos 2 voyageurs furent introduits au château, comme nous l'avons vu, et Simonet, le maître du pressoir, se chargea de les annoncer au maître. Monsieur Hervé de Vaunois et sa fille Alix étaient au salon, en compagnie de mademoiselle Olive de Vaunois, sœur cadette d'Hervé, et de monsieur de Béchamel, marquis de Nointel, intendant royal de l'impôt. Le capitaine était attendu depuis quelques jours déjà, bien qu'on ignorât le nom du nouveau titulaire. Dès que maître Simonet eut prononcé le mot capitaine, tous ces personnages se levèrent et dardèrent leurs regards vers la porte avec une curiosité plus ou moins prononcée. Le capitaine entra suivi de Jude, qui se tint aux environs du seuil, le nez dans le manteau. Didier s'avança, le feutre sous le bras, la mine haute, et se portant comme il convenait à un homme rompu aux belles façons de la cour. Son aspect parut étonner grandement tout le monde, ce qu'il dut déchiffrer en caractères lisibles, quoique différents, sur les 4 physionomies présentes. Mademoiselle Olive pinça ses lèvres en jouant vigoureusement de l'éventail. Alix pâlit et s'appuya au bras de son fauteuil. Monsieur de Vaunois laissa percer un tic nerveux sous son patelin sourire. Enfin monsieur de Béchamel, marquis de Nointel, exécuta la plus piteuse grimace qui se puisse voir sur visage de financier désagréablement surpris. Chapitre XV. Portrait. Didier s'inclina profondément devant les dames, salua un peu moins bas Hervé de Vaunois et presque point monsieur l'intendant royal. Vaunois renforça aussitôt son bénin sourire et fit 3 pas au-devant du capitaine. « Saint Dieu, mon jeune ami !» s'écria-t-il du ton le plus cordial. « Soyez 3 fois le bienvenu. Quelque chose me disait que je vous reverrais bientôt officier du roi. Touchez-la, mon capitaine. Saint Dieu, touchez-la !» Didier se prêta de fort bonne grâce à cet affectueux accueil. Quand il eut baisé la main des 2 dames, savoir celle d'Alix en silence et celle de mademoiselle Olive de Vaunois en lui faisant quelques compliments banals, il prit place auprès du maître de la Tremlay. « L'ordre de sa majesté, dit-il, me donnait à choisir entre l'hospitalité de monsieur le marquis de Nointel et la vôtre. J'ai pensé qu'il ne vous déplairait point de me recevoir pendant quelques jours. »« Saint Dieu !» s'écria Vaunois, « mon jeune compagnon, ce qui m'eût déplu c'eût été le contraire. »« Je vous rends grâce,
et pour mettre à profit votre bonne volonté, je vous demande la permission de faire conduire sur-le-champ mon valet à la chambre qu'on me destine. Mademoiselle Olive agita une sonnette d'argent placée près d'elle sur la cheminée. Auparavant, votre valet boira bien le coup du soir avec Alain, mon maître d'hôtel, dit Hervé de Vaunois. À ce nom d'Alain, Jude devint blême derrière le collet de son manteau. Mon valet est malade, répondit le capitaine. Ce qu'il lui faut, c'est un bon lit et le repos. À votre volonté, mon jeune ami. Un domestique entra, appelé par le coup de sonnette de mademoiselle Olive. Préparez un lit à ce bon garçon, dit monsieur de Vaunois, et traitez-le en tout comme le serviteur d'un homme que j'honore et que j'aime. Didier s'inclina. Jude, toujours enveloppé dans son manteau, sortit sur les pas du domestique qui, malgré sa bonne envie, ne put apercevoir ses traits. Nous connaissons de longue date m Hervé de Vaunois, maître actuel de la Tremlay et de Bouexis en forêt. Ces 20 années n'avaient point assez changé son visage dodu, rouge et souriant, pour qu'il soit besoin de parfaire une nouvelle description de sa personne. Mademoiselle Olive de Vaunois, sa sœur, était une longue et sèche fille qui avait été fort laide au temps de sa jeunesse. L'âge, incapable d'embellir, efface du moins les différences excessives qui séparent la beauté de la laideur. À 50 ans, ce qui reste d'une femme laide est bien près de ressembler à ce qui reste d'une jolie femme. L'expression du visage peut seule rétablir des catégories. Celui de mademoiselle Olive n'exprimait rien, si ce n'est une préciosité majuscule, d'obstinées prétentions à la gentillesse et une incomparable pruderie. Elle était vêtue d'ailleurs à la dernière mode, portant corsage long, en cœur avec des hanches immodérément rembourrées, cheveux crêpés à outrance et poudrés, éventail que nous nommerions aujourd'hui rococo, et mule de cuir mordoré à talons évidés comme l'âme d'une poulie. La mode n'invente jamais rien. Après 150 ans, ces précieux talons nous sont revenus plus élevés, plus évidés et non moins ridicules. La joue de mademoiselle Olive était tigrée de mouches de formes très variées, et un trait de vernis noir lui faisait des sourcils admirablement arqués. Nous passons sous silence le carmin étendu en couche épaisse sur ses lèvres, le vermillon délicatement passé sur ses pommettes, et l'enfantin sourire qui ajoutait, à tant de séductions diverses, un charme précisément extraordinaire. Alix ne ressemblait point à son père, et encore moins à sa tante. Elle était grande, et néanmoins sa taille, exquise dans ses proportions, gardait une grâce pleine de noblesse. Son front large avait, sous les noirs bandeaux de ses cheveux sans poudre, une expression de fière pudeur qu'adoucissait le rayon de son grand œil bleu. Son regard était sérieux et non point triste, et de même que les pures lignes de sa bouche annonçaient une nature pensive plutôt que mélancolique. C'était le type parfait de la femme, vigoureuse dans sa grâce, alliant la sensibilité vraie à la fermeté digne et haute, sachant souffrir, capable de dévouement jusqu'à l'héroïsme. Hervé de Vaunois s'était marié 1 an après le départ de Nicolas Tremle. Sa femme était morte au bout de l'autre année. Alix était le seul fruit de cette union. Elle avait 18 ans. Il nous reste à parler de monsieur l'intendant royal de l'impôt. Antinoüs de Béchamel, marquis de Nointel, était un fort bel homme de 40 ans et quelque chose de plus. Il avait du ventre, mais pas trop, le teint fleuri et la joue rebondie. Son menton ne dépassait pas 3 étages, et chacun s'accordait à trouver son gras de jambe irréprochable. Au moral, il prenait du tabac d'Espagne dans une boîte d'or si bien émaillée que toutes les marquises y inséraient leurs jolis doigts avec délice. Son habit de cour avait des boutons de diamant dont chacun valait 20 000 livres. Il avait des façons de secouer la dentelle de son jabot et de relever la pointe de sa rapière jusqu'à la hauteur de l'épaule qui n'appartenait qu'à lui, et sa mémoire suffisamment cultivée lui permettait de placer çà et là des bons mots d'occasion qui n'avaient jamais cours que depuis 6 semaines. Il possédait en outre un appétit incomparable auquel il sacrifiait un estomac à l'épreuve. En somme, ce n'était pas un personnage beaucoup plus grotesque que la plupart des nobles financiers de son temps. Il admettait Dieu,
récemment inventé par le jeune monsieur de Voltaire à l'usage des manants, mais n'en voulait point pour lui-même, pensant que la nature suffit à produire les truffes, le poisson, le gibier et le champagne. Monsieur le marquis de Nointel avait en Bretagne de nombreuses et importantes occupations. D'abord il courtisait mademoiselle Alix de Vaunois, dont il voulait faire sa femme à tout prix. Monsieur de Vaunois ne demandait pas mieux. Mais Alix semblait être d'une opinion diamétralement opposée, et c'était pitié de voir monsieur de Béchamel perdre ses galanteries, ses madrigaux improvisés de mémoire, et surtout les merveilles de sa cuisine dont l'excellence est historique auprès de la fière bretonne. Il ne se décourageait pas cependant et redoublait chaque jour ses efforts incessamment inutiles. Monsieur le marquis de Nointel était en outre, comme nous l'avons pu dire déjà, intendant royal de l'impôt. Cette charge, qu'il ne faudrait en aucune façon comparer à la banque gouvernementale de nos receveurs généraux, nécessitait, en Bretagne surtout, une terrible dépense d'activité. La province, en effet, manquait à la fois d'argent et de bonne volonté pour acquitter les lourdes tailles qui pesaient depuis peu sur elle. En troisième lieu, et c'était à coup sûr l'emploi auquel il tenait le plus, Béchamel avait la haute main sur toute preuve noble dans l'étendue de la province. Ce droit d'investigation était pour ainsi dire inhérent à la charge d'intendant, puisque les gentilshommes n'étaient pas sujets à l'impôt, et qu'ainsi, sous fausse couleur de noblesse, nombre de roturiers auraient pu se soustraire aux tailles. M. de Béchamel tenait ce droit à titre plus explicite encore. Il avait affermé, en effet, moyennant une somme considérable payée annuellement à la couronne, la vérification des titres, actes et diplômes, et en vertu de ce contrat, il profitait seul des amendes prononcées sur son instance par le parlement breton contre tout vilain qui prenait état de gentilhomme. En conséquence, il avait intérêt à trouver des usurpateurs en quantité. Aussi ne se faisait-il point faute de bouleverser les chartriers des familles et se montrait-il si âpre à la curée que les seigneurs ralliés au roi eux-mêmes avaient sa personne en fort mauvaise odeur. Mais on le craignait plus encore qu'on ne le détestait. Par le fait, en une province comme la Bretagne, pays de bonne foi et d'usage, où beaucoup de gentilshommes, forts de leur possession d'état immémoriale, n'avaient ni titre ni parchemin, le pouvoir de M. de Béchamel avait une portée terrible. Pauvre d'esprit, avide et étroit de cœur, rompu aux façons mondaines, n'ayant d'autre bienveillance que cette courtoisie tout extérieure qui vaut à ses adeptes le nom sans signification d'excellent homme, l'intendant de l'impôt était juste assez sot pour faire un impitoyable tyran. Une seule chose pouvait le fléchir, l'argent. Quiconque lui donnait de la main à la main le montant de l'amende et quelques milliers de livres en sus par forme d'épingle, était sûr de n'être point inquiété, quelle que fût d'ailleurs la témérité de ses prétentions. Pour 10 000 écus, il eût laissé le titre de duc au rejeton d'un laquais. Mais quand on n'avait point d'argent, par contre, il fallait, pour sortir de ses griffes, un droit bien irrécusable, et les mémoires du temps ont relaté plusieurs exemples de gens de qualité réduits par lui à l'état de roture. On doit penser que m de Vaunois, lequel n'avait point par-devers lui des papiers de famille fort en règle, avait tremblé d'abord devant un pareil homme. Les méchantes langues prétendaient qu'il avait commencé par financer de bonne grâce, ce qui était toujours un excellent moyen. Mais dans la position de Vaunois, cela ne suffisait pas. Substitué par une vente au droit des Trembles, dont il portait le nom et dont il avait pris jusqu'aux armes pour en écarteler son douteux écusson, il avait trop à craindre pour ne pas chercher tous les moyens de se concilier son juge. Un retrait de noblesse lui eût fait perdre à la fois ses titres, auxquels il tenait beaucoup, et ses biens, auxquels il tenait davantage, car c'était son état de gentilhomme et sa parenté qui lui avaient donné qualité pour acheter le domaine de Trembles. Heureusement pour lui, Béchamel fit les 3/4 du chemin. Ce gros homme se jeta pour ainsi dire dans ses bras, en ne faisant point mystère du grand désir qu'il avait d'obtenir la main d'Alix. C'était un coup de fortune, et Vaunois en sut profiter. Béchamel et lui se lièrent, et bien que l'intendant royal fût de fait le plus fort,
il se laissa vite dominer par l'adresse supérieure de son nouvel ami. Il va sans dire que Béchamel reçut promesse formelle d'être l'époux d'Alix, ce qui n'empêcha point Vaunois de favoriser sous main la très innocente intimité qui s'était établie à Rennes entre la jeune fille et Didier. Vaunois avait sans doute ses raisons pour cela. Pendant le séjour de Didier à Rennes, Béchamel n'avait point été sans s'apercevoir des soins que le jeune protégé du comte de Toulouse rendait à Alix. Ceci nous explique la grimace du gros et galant financier à la vue de son jeune rival. Quant à mademoiselle Olive, si elle avait agité son éventail, c'est qu'il avait coûté cher et qu'elle en voulait montrer les peintures. Le repas est toujours l'acte le plus important de l'hospitalité bretonne. Au bout de quelques instants, maître Alain le majordome, décoré de sa chaîne d'argent officielle et les yeux rouges encore de son somme bachique, ouvrit les 2 battants de la porte pour annoncer le souper. « Demain nous parlerons d'affaires, dit gaiement M. de Vaunois. Maintenant à table. À table, répéta Béchamel, à qui ce mot rendit une partie de sa sérénité. Alix se leva et d'instinct offrit sa main à Didier. Ce fut M. de Béchamel qui la prit. Le capitaine, à dessein ou faute de mieux, se contenta des doigts osseux de mademoiselle Olive. Nous ne raconterons point le souper, pressés que nous sommes d'arriver à des événements du plus haut intérêt. Nous dirons seulement que M. de Vaunois, tout en portant à diverses reprises la santé de son jeune ami, le capitaine Didier, échangea plus d'un regard équivoque avec maître Alain, auquel même, vers la fin du repas, il donna un ordre à voix basse. Maître Alain transmit cet ordre à un valet de mine peu avenante que Vaunois avait débauché l'année précédente à monseigneur le gouverneur de la province et qui avait nom Lapierre. Nous avons déjà fait mention de lui. Pendant cela, Béchamel faisait sa cour accoutumée. Alix ne l'écoutait point et tournait de temps en temps son regard triste et surpris vers le capitaine qui causait fort assidûment avec mademoiselle Olive. Celle-ci le trouvait fort bien élevé. Elle avait la même opinion de tous ceux qui voulaient bien l'écouter ou faire semblant. Après le repas, Hervé de Vaunois conduisit lui-même le capitaine jusqu'à la porte de sa chambre à coucher et lui souhaita bonne nuit. Jude était debout encore. Il arpentait la chambre à pas lents, plongé dans de profondes méditations. « Eh bien, lui dit son maître, es-tu content de moi? T'ai-je épargné les regards indiscrets ?»« Monsieur, je vous remercie, répondit Jude. As-tu appris quelque chose? Rien sur l'enfant, et c'est d'un triste augure. Mais je sais que dame Goton-Réou, qui fut la nourrice du petit monsieur, est maintenant femme de charge au château. Elle te donnera des nouvelles. Je sais aussi que j'aurai de la peine à me cacher longtemps, car j'ai vu la figure d'un ennemi, Alain, l'ancien maître d'hôtel de Tremle. Je t'en offre autant, mon garçon. J'ai aperçu le visage d'un drôle qui fut le valet de monsieur de Toulouse, gouverneur de Bretagne, mon noble protecteur, et que je soupçonne fort de n'avoir point été étranger à certaine alerte nocturne qui me valut l'an dernier un coup d'épée. Mais nous débrouillerons tout cela. En attendant, dormons. Dormez, répondit Jude. Le capitaine se jeta sur son lit. Jude continua de veiller. Fin de la section 10.